Gomez. Bienvenue si vous nous rejoignez, c'est la deuxième partie d'Appel sur l'actualité. Nous allons débattre ensemble durant les 20 prochaines minutes de la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo où les rebelles mutins du M23 gagnent du terrain. Le week-end dernier, ils ont pris le contrôle de plusieurs localités du Nord Kivu, parfois même sans rencontrer de résistance, comme ce fut le cas à Rutshuru où l'armée s'était retirée avant l'arrivée des rebelles. En tout cas, désormais, tous les regards se tournent vers Goma, la capitale de la province du Nord Kivu, et sous la menace d'une éventuelle offensive du M23. Il faut dire que les localités occupées en début de semaine par les rebelles se trouvent à une 60aine de kilomètres de Goma. Du coup, hier, l'ONU a déployé une dizaine de chars au nord de la ville et des hélicoptères de combat sont également prêts à être utilisés. L'armée congolaise a quant à elle renforcé sa présence en déployant un bataillon formé par des instructeurs américains. Alors comment expliquez-vous cette percée des rebelles, cette avancée du M23? Qu'attendez-vous désormais de l'armée congolaise, des casques bleus de l'ONU, du Conseil de sécurité, l'ONU dont un rapport, je vous le rappelle, accuse le Rwanda d'avoir aidé à la création de ce mouvement appelé donc le M23. Vous nous rejoignez 33 9 693 693 70. Vos réactions par courrier électronique, appel au pluriel .actu@rfi.fr et vous débattez entre vous sur Facebook. RFI appelle sur l'actualité. Je lirai évidemment dans le courant de l'émission quelques-unes de vos réactions. Pour lancer le débat, nous allons justement dans la capitale congolaise, à Kinshasa. Odon, bonjour. Bonjour, Anne. Et bienvenue. Vous pointez du doigt clairement la faiblesse de l'armée congolaise. Oui, effectivement. La faiblesse de l'armée congolaise repose sur des faits. D'abord, elle est victime de l'embargo militaire que la communauté internationale a imposé à la RDC depuis 1991, à la suite de massacres à l'université de Lubumbashi. Deuxième élément, c'est la composition même de cette armée-là. Vous savez que l'armée est composée des mouvements, des petits groupes militaires qu'on a recrutés de gauche à droite sans formation militaire, qu'on a essayé de mettre dans un même moule sans un bon résultat. Donc, vous pensez par exemple, Odon, comme l'ont dit déjà certains auditeurs dans cette émission, que le fait d'avoir voulu à un moment donné intégrer des rebelles qui ont déposé les armes dans l'armée congolaise, ça a été une erreur terrible? Effectivement, c'était une erreur parce que les rebelles, dans l'histoire de toutes les rébellions, les rebelles n'ont jamais été intégrés dans l'armée. S'ils veulent être intégrés dans l'armée, subissent une formation militaire pour devenir des militaires professionnels. Mais la manière dont les choses se sont passées en RDC, on a pris des comme ça, sans formation aucune, et on l'a versé dans les bons. On va essayer de vous rappeler, Odon, parce que le réseau téléphone s'est vraiment dégradé au fur et à mesure que vous étiez à l'antenne. On va vous rappeler évidemment tout de suite. Yves, vous êtes à Lubumbashi? Oui. Bienvenue sur l'antenne d'RFI, Yves. Alors, comment ramener définitivement la paix dans l'Est de votre pays? En fait, nous attendons de la communauté internationale qui a décrié l'intervention du Rwanda dans l'Est de la République démocratique du Congo des actions concrètes. Quand je parle d'actions concrètes, je vois deux aspects. Le premier aspect, c'est les causes lointaines nous apportées par cette même communauté internationale en déportant les réfugiés rwandais dans l'Est de notre pays, dont les miliciens qui sont aujourd'hui les FDLR. Et aujourd'hui, les FDLR sont une des raisons qui poussent le Rwanda à maintenir des actions militaires dans l'Est de la RDC. Alors les FDLR, je le rappelle Yves, pour tous ceux qui ne suivent pas forcément l'actualité congolaise au quotidien, ce sont les rebelles Hutus des forces démocratiques de libération du Rwanda, qui sont actifs dans l'Est de la RDC, et certains d'entre eux sont responsables du génocide de 94. Ils ont participé à ce génocide au Rwanda, et ils sont donc recherchés par les autorités rwandaises. C'est ce qui explique la présence à un certain moment, il y a quelques années encore, du Rwanda dans l'Est de la RDC. C'est-à-dire qu'ils invoquaient la présence de ces rebelles Hutus pour justifier leur présence sur le territoire congolais. Voilà. Et pour résoudre ce problème, hier, la communauté internationale avait imposé au Congo le dialogue intercongolais. Pourquoi ne pas imposer aussi au Rwanda aujourd'hui le dialogue inter-rwandais afin de résoudre définitivement le problème des FDLR? Le deuxième aspect de résolution de la paix dans l'Est de la RDC, c'est mettre des mécanismes pour contrôler le trafic de minerais de sang. La communauté internationale a parlé de minerais de sang, mais derrière
ces minéraux, il y a la guerre qui se maintient dans l'est de la RDC pour pouvoir puiser les minéraux de la RDC. Mais là, par exemple, Yves, dans les événements de ces dernières semaines, vous avez le sentiment vraiment que le trafic des minerais y est pour quelque chose ou pas? Territoire qui comporte en son sein ces minéraux, et garder cette même mise, c'est par la présence militaire. Et c'est ainsi qu'il y a toutes ces mutineries qui se créent d'une manière ou d'une autre pour puiser les minéraux de la RDC, tout en disant qu'on est là pour lutter contre les FDLR, pour lutter contre le génocide, contre les populations d'origine rwandaise. Alors on va donner la parole à d'autres auditeurs. En tout cas, merci à vous Yves de nous avoir appelé donc de Lubumbashi. Lubumbashi, c'est au sud-est de la République démocratique du Congo. Il y a Smith qui nous dit dans la boîte aux lettres électronique de l'émission, la première solution, c'est que les États-Unis, la France et les autres puissances instruisent le Rwanda et l'Ouganda à cesser d'entretenir les mouvements rebelles à l'est de mon pays. David nous dit l'avancée des M23 démontre la légèreté avec laquelle le gouvernement congolais gère ce dossier. Je pense que l'armée devrait lancer une offensive au Rwanda, comme le ferait tout pays qui serait agressé, nous dit cette fois-ci David sur la page Facebook de l'émission. Nous allons à Goma, nous avons un témoignage, celui de Thomas. Bonjour. Allô, bonjour. Bienvenue Thomas, vous êtes sur l'antenne d'RFI. Comment voyez-vous la situation? Comment réagissez-vous aux inquiétudes des Nations Unies et de l'ONU qui craint justement une offensive des rebelles dans la ville dans laquelle là où vous vous trouvez actuellement? Alors, je pense que effectivement, il y a cette crainte-là. On voit les blindés de la MONUSCO qui sillonnent dans les rues de la ville. On sait qu'ils ont pris aussi position au nord de la ville de Goma. Mais je pense qu'aujourd'hui, la question, elle est trop simple à régler. Il faudrait que l'on demande à Kigali d'accepter une ouverture politique pour que les investisseurs finalement retournent chez eux. Parce qu'à chaque fois, c'est cet alibi-là qui est utilisé pour que l'on crée une rébellion à l'est de ce pays. Ouais, donc c'est ce que disait tout à l'heure un auditeur, il faudrait un dialogue inter-rwandais pour mettre un terme à l'insécurité, à l'instabilité dans l'est de votre pays. Vous pouvez répéter, Juan? Oui, c'est vrai que la liaison téléphone n'est pas forcément très bonne, il y a un décalage dû au satellite. Je dis vous, comme le disait tout à l'heure, je crois que c'était Yves à Lubumbashi, la solution passe par un dialogue inter-rwandais. Et cette solution serait la meilleure de toutes les façons, parce que on se rappellera que depuis 97, le Rwanda a appuyé l'AFDL de Laurent Désiré Kabila, et puis après c'était le RCD, on a parlé du CNDP, aujourd'hui c'est le M23, et toujours, disons, on a toujours la même raison. On vient chercher, traquer le FDLR. Il y a même eu des opérations conjointes entre les FARDC et l'armée rwandaise, de façon très officielle, mais cela n'a pas servi et n'a pas vraiment été utile et n'a pas permis à neutraliser les FDLR. Ouais. Alors la diaspora congolaise nous appelle évidemment comme à chaque fois, vous êtes nombreux, on va donner la parole à quelques-uns d'entre vous. Merci en tout cas de ce témoignage Thomas, bonne journée à Goma. Kilongozi, vous êtes en région parisienne, bonjour. Oui, bonjour Monsieur Gomez. Vous pointez du doigt la passivité de la communauté internationale. Tout à fait. Il y a donc cette passivité qui ne date pas d'aujourd'hui. On dirait que la communauté internationale est complice de ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Je voudrais d'abord rappeler ici le rôle de la MONUC qui est devenue la MONUSCO aujourd'hui. Les casques bleus, hein, la mission des Nations Unies dans votre pays. Le Conseil de sécurité des Nations Unies, ils exercent de la force sur le fond pour maintenir la paix dans ce pays-là. Il se trouve qu'à plusieurs reprises, on voit dès qu'il y a une attaque de ce genre, et les soldats des Nations Unies et les militaires congolais qui sont tous en débandade. Aujourd'hui, ils se positionnent sur la ville de Goma. Pourquoi ne pas lancer cette offensive bien avant l'heure, qui sont bien installés dans cette partie de la République démocratique du Congo? Ce qu'il faudrait peut-être, c'est lever l'embargo, comme l'a souligné le premier auditeur qui l'a dit. Lever l'embargo, permettre au Congo de s'équiper en armes et de défendre tout seul son intégrité territoriale. Parce que ce sera toujours... Mais pourquoi alors, Kilongozi, au vu de la situation, au vu des événements et de l'histoire qui se répète finalement dans l'Est de la RDC, pourquoi ne pas lever cet embargo sur les armes? Mais c'est ça la question. Non mais pourquoi, à votre avis, la communauté internationale ne vote pas la levée de cet embargo? Le
problème, c'est tout simplement, c'est un problème qui ne date pas d'aujourd'hui. Il faut remonter à 1953, quand il y a eu la première exode des citoyens rwandais qui sont venus au Congo. Morceler le pays, faire en sorte que la partie de l'Est du pays revienne au Rwanda. C'est ça le problème. Donc pour vous, il y a clairement, comme on peut l'entendre d'ailleurs de temps en temps dans cette émission, mais souvent dans les réseaux sociaux et dans les forums sur Internet, il y a clairement un complot international contre votre pays? Mais ça ne fait l'ombre d'aucun doute. Ça ne fait l'ombre d'aucun doute. Le Congo est victime de son hospitalité. Permettez-moi de rappeler que M. Gomez, il n'y a pas plus longtemps, un dirigeant occidental avait dit que la République démocratique du Congo était très grande, qu'il fallait retrocéder une partie de son territoire au Rwanda. Ouais. Enfin, ça n'avait pas été dit aussi clairement que ça. Vous ne citez pas le nom de ce représentant occidental. C'était un Français? Oui. Donc oui, vous faites sûr. référence aux propos du président, à l'époque président Nicolas Sarkozy, effectivement, qui avait défrayé la chronique. Effectivement, ne raccrochez pas Kilongozi. Nous allons justement à Kinshasa. David, bonjour. Vous êtes originaire de Bukavu, c'est ce que vous avez dit au Standard. Vous connaissez bien le Nord Kivu. Vous avez été médecin sur place. Et vous aussi, comme Kilongozi à l'instant, vous avez le sentiment qu'il y a vraiment un complot international contre votre pays. C'est ça? Oui, effectivement, je suis de cet avis-là, qu'il existe un complot international contre la RDC. En témoignent les différentes allégations du président Sarkozy lors de son passage à Kinshasa, et qui demandait à ce que clairement le Congo puisse accepter de partager ses richesses avec le Rwanda. On témoigne aussi lors de la visite d'Hillary Clinton en RDC, où elle demandait carrément à la RDC d'oublier le passé de la guerre, de ses antécédents de guerre avec le Rwanda. Mais une chose qui nous fortifie actuellement, c'est que à chaque fois que le Rwanda nous a agressés, parce qu'il ne s'agit pas d'une mutinerie, il est clairement établi que c'est une agression du Rwanda, la population prend de plus en plus conscience de cet état de choses et je ne pense pas qu'un seul jour ce complot pourra aboutir. Je pense que la communauté internationale a intérêt à changer de fusil d'épaule pour pouvoir finalement trouver des solutions, comme on l'a dit tantôt. Et aujourd'hui, alors justement aujourd'hui David, quelle solution faut-il privilégier pour mettre définitivement un terme aux violences dans l'Est du pays, pour que la paix soit durable? Alors moi je propose une solution à 3 niveaux. Le premier niveau serait le niveau international, effectivement, où les Nations Unies condamnerait clairement le Rwanda avec des sanctions à l'appui pour démontrer à la face du monde effectivement qu'il n'y a pas de complot ni aucun appui pour le Rwanda dans cette aventure macabre qui a déjà causé 6 millions de morts dont on ne se douterait pas de pouvoir mettre sous la responsabilité du Rwanda. C'est un vrai génocide qui se passe en RDC sous l'œil de la communauté internationale. En deuxième lieu, c'est une solution judiciaire qui devra emmener à des poursuites contre tous les responsables qui ont été à la base de l'assassinat de 6 millions de Congolais depuis la Donc, guerre. mais une intervention militaire, David, contre qui? Une intervention militaire, bien sûr, pour renforcer l'armée congolaise, pour bouter hors de son territoire tous ces étrangers, ces militaires rwandais qui évoluent au sein du M23. Oui. En tout cas, vous parlez d'intervention militaire. Il y a Bob qui nous dit par courrier électronique tant que l'armée congolaise ne sera pas en mesure de défendre son territoire, jamais le pays ne connaîtra une paix durable. Vous êtes nombreux à pointer du doigt effectivement l'inefficacité de cette armée congolaise. On va repasser au standard. Il y a beaucoup d'appels. Je regarde la pendule et il nous reste 6 minutes à peine. 33 9 693 693 70. Vous nous rejoignez. Je remercie évidemment au passage David qui nous appelait de Kinshasa et Kilongozi de la région parisienne. Valérie, vous nous appelez de la ville du Cap en Afrique du Sud. Bonjour. Bonjour Juan. Bienvenue sur l'antenne d'RFI, merci de nous écouter sur place. Vous dites que les responsabilités sont vraiment partagées. Oui, je disais que les responsabilités sont très partagées avec la toute grande première responsabilité sur les autorités congolaises et ensuite sur la communauté internationale. J'aimerais très rapidement dire un mot par rapport aux autorités congolaises. Lors du message du chef de l'État congolais, M. Kabila, il a dû dire qu'il y avait des forces obscures, internes et externes, qui poussaient les gens à faire cela. Je crois très bien qu'on sent bien la faiblesse de M. Kabila par rapport à tout le système congolais. Ça veut dire qu'actuellement, quand il y a obscurité,
Et lui connaît très bien d'où viennent ces obscurités, parce que notamment lui-même il est obscur là-dessus, parce que tous les autres, comme M. Raymond Tchibanda, comme M. le ministre de la Communication, tous parlent clairement et pointent le Rwanda. Lui, il a beaucoup de réserves, alors que c'est lui qui est le garant de la nation. L'ONU aussi parle du Rwanda. Un rapport d'experts, je le rappelle, qui a été publié à la fin du mois de juin, accuse aux responsables rwandais d'avoir apporté une aide directe, ce sont les propos de ce rapport, une aide directe à la création du M23 en fournissant des armes, des munitions, des recrues, et même le rapport cite explicitement vraiment des noms de responsables rwandais. Ça, c'est pour le côté donc congolais. Concernant la communauté internationale, Valérie. Je sais qu'on a très peu de temps. Oui. Par rapport à ça, parmi les forces obscures, M. Kabila fait partie de ces forces obscures. Parce que l'infiltration de toutes les instances de la République démocratique du Congo depuis la présidence s'est faite par... vous parlez d'infiltration, qu'est-ce que ça signifie exactement ? Rwandaise, je précise. Donc rwandaise. vous êtes convaincu qu'il y a des Rwandais même dans les plus hautes sphères de l'État congolais ? Très sérieusement, parce que cela s'est fait déjà dès le départ. Oui. Vous vous souvenez que notre chef d'état-major, quand feu président Kabila était là, c'était monsieur... Donc attendez Valérie, moi je peux pas, vous dites, vous avez votre analyse évidemment, moi maintenant par rapport à ce que vous dites, je n'ai aucune preuve. Si demain vous avez des preuves, avec plaisir, on les étudie, on les regarde et on en parle. Simplement, moi je ne peux pas laisser passer sur l'antenne RFI des choses dont je n'ai aucune information. C'est comme ça malheureusement. Vous pouvez croire que c'est de la censure, mais voilà, j'ai une responsabilité, je peux pas laisser dire n'importe quoi, en tout cas sur l'antenne. On vous rappellera en tout cas, je vérifie les informations et ensuite on fera le maximum évidemment. Il nous reste 4 minutes. Qui avons-nous au standard Tanguy ? Non, Ogui, on me dit au casque. Bonjour Ogui. Ouh la liaison téléphone s'est dégradée. Vous êtes à Kinshasa, on va faire le maximum pour vous rappeler là aussi dans quelques instants. 33 9 693 70. On me donne plein de prénoms en même temps à l'antenne. Patrice alors, bonjour Patrice. Oui, bonjour Monsieur Gomez, c'est Patrice Longuecha, j'appelle de Paris. Moi j'appelle pour dire tout simplement que cette guerre qui est en train de se passer à l'Est est une guerre voulue par les étrangers, c'est-à-dire la communauté internationale, les États-Unis, la Belgique, l'Angleterre, par les pays limitrophes, tous les pays qui sont autour, le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda, l'Angola, par les gouvernements, parce qu'il y a des généraux qui sont des trafiquants dans cette guerre, dans ces richesses qui se font voler à l'Est. Tout ce que je peux demander au pourquoi êtes-vous convaincu, Patrice, que tous ces pays en veulent à la République démocratique du Congo ? Pourquoi vous rejoignez ce que disaient certains tout à l'heure, qu'il y a un complot international ? C'est tout simplement parce qu'il y a beaucoup de richesses à l'Est, il y a les coltan, il y a l'uranium, il y a plein de choses. C'est connu de tout le monde, cette guerre ça fait 15 ans que la guerre est là, et on le sait. Et quand il y a des manifs, des paisibles citoyens dans la République du Congo, j'appelle pas ça République démocratique parce qu'il n'y a pas la démocratie, dans la capitale congolaise, et M. Kanambe Joseph, l'imposteur Hippolyte... Qui c'est ce monsieur ? Attendez, monsieur, si vous citez des noms comme ça, sans dire qui c'est, ça peut être clairement pris pour de la diffamation. Qui est ce monsieur ? Voilà, Joseph Kanambe. D'accord, mais qui est ce monsieur ? C'est l'ex-président de la République du Congo, parce que